angle d'attaque. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est votre émission hebdomadaire Angle d'attaque que l'on vous présente donc avec tout le plaisir dont nous sommes capables. Mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde. Grande phrase d'Albert Camus que l'on peut aujourd'hui aisément plaquer dans le contexte sénégalais du point de vue politique notamment. Alors, cette semaine, nous avons été témoins de déclarations assez surprenantes portant sur des histoires de mandature supplémentaires du président de la République et évoquées par de hauts cadres de la majorité. La question donc qui va d'être posée, à mon avis, avons-nous besoin de plus de mandats ou avons-nous simplement besoin de suppléments d'âme et d'humanité? Un autre point d'actualité, c'est ce qu'on pourrait appeler les tirs amis au sein du parti au pouvoir, où l'on semble voir un peu partout des velléités de conspiration au travers de ce qu'on appelle les cellules dormantes. La question serait-ce des accusations tout à fait gratuites? D'ailleurs, est-il interdit d'avoir des ambitions? Autre chose, le collectif Nyon Lank enchaîne les manifestations et les actions. Finira-t-il un jour par être entendu et avoir gain de cause, ou bien continuera-t-il à se heurter à un mur de silence et d'indifférence? Nous recueillerons sur ce sujet les avis de nos invités. Il y a aussi que Monsieur le Président de la République vient de passer une année de son quinquennat après sa reconduction au pouvoir. Quel est le bilan d'étape que nous pouvons tirer de l'an 1 sans occulter bien sûr le septennat bilan économique donc et social 100 ans? On pourra rapidement aussi évoquer le dialogue politique en cours dans le pays. C'est ainsi que nous avons l'honneur et le privilège de recevoir en ce numéro M. Amadou Gueye, c'est le président de l'Union nationale des indépendants du Sénégal. Merci Amadou d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir Racine, merci de me recevoir dans votre émission. À vos côtés, il y a M. Mamadou Thiam, expert en communication et président du mouvement Agir ensemble, en fait Agir pour l'émergence, expert politique et membre de la majorité. Merci beaucoup Mamadou. C'est moi qui vous remercie, Hassan. Très bien. Et en seconde partie, je signale, en seconde partie d'émission, nous aurons le même honneur à recevoir Dr Maurice Soudjek-John, enseignant chercheur à l'UGB de Saint-Louis, qui nous apportera également sa lumière par rapport à tous ces points d'actualité. Donc on commence avec Amadou, c'est le président de l'UNIS. On va vous taquiner un peu les indépendants. On peut vous considérer un peu comme étant les Suisses du Sénégal, vous faites preuve de neutralité bienveillante. Est-ce qu'on se trompe là-dessus? C'est vrai que l'UNIS ne se définit pas comme étant un membre, disons, de l'opposition ou du pouvoir. Ce qui nous intéresse, nous, c'est surtout d'épouser et de nous engager dans des causes que nous considérons justes. Nous considérons que ces causes justes, pour être soutenues, pour être portées, doivent requérir une certaine indépendance par rapport à, disons, un positionnement partisan. Et donc ça, c'est important. Si on veut défendre la vérité, il faut se donner la possibilité et donc les moyens de rester ce que nous appelons libre. Il faut être libre, indépendant de toutes les chapelles politiques. Donc pour l'essentiel, c'est ça l'ancrage de l'UNIS. C'est ça. La première question, donc, on a suivi les sorties, on ne va pas appeler ça sorties intempestives de hauts cadres de la majorité qui ont parlé de mandats que l'on pourrait étendre à suffisance et à satiété. Qu'est-ce que vous pensez de ces sorties donc à répétition? Oui, en fait, il faut dire que comme tous les Sénégalais, nous sommes un peu surpris parce que quand même, il faut rappeler que la question de la candidature, d'une troisième candidature, réveille des souvenirs douloureux pour le Sénégal. Vous vous souvenez quand même, en 2012, il y a eu 13 morts. Donc cette question n'est pas juste une question juridique, c'est une question qui est aussi quelque part une tragédie pour le Sénégal. C'est l'un des points douloureux dans l'histoire du Sénégal.
C'est donc un minimum pour les citoyens sénégalais comme moi, comme vous sûrement, en tout cas tout faire, en tout cas de ne pas souhaiter revivre de tels événements. Et pour ça, nous pensons, nous, en tout cas, qu'après ce combat de 2012 et après les réformes successives de la Constitution, que cette question était derrière nous. Mais il faut aujourd'hui se rendre à l'évidence que malgré la position affichée par le pouvoir de ne pas épiloguer sur le sujet, c'est encore des autorités du pouvoir qui viennent volontairement relancer le débat. Et donc, nous porte un peu à faire une seconde analyse et à se demander est-ce qu'en fait, ce n'est pas une stratégie de confusion qui vise justement à peut-être susciter l'opportunité de poser la question ou en tout cas de définir d'autres dispositions pour permettre un troisième mandat. Donc voilà, je pense que pour l'instant, nous attendons de voir quelle est la suite que le président de la République voudra bien donner aux sorties de ses propres collaborateurs. Mais ce qui est évident dans la tête de tous les Sénégalais, c'est que le président Macky Sall a fait 2 mandats. Il a dit qu'il a fait 2 mandats. Et donc, nous nous attendons qu'en 2024, Inch'Allah, qu'un autre puisse venir lui succéder et que le Sénégal reste dans la paix. Très bien. Mamadou, est-ce qu'on peut soupçonner la majorité de préparer un coup ou des coups tordus face au peuple? Et est-ce que d'abord vous cautionnez ce qui s'est dit cette semaine par rapport à la mandature? Oui, merci beaucoup Hassan. Je voudrais d'abord commencer par noter que lorsqu'on a le peuple avec soi et à ses côtés, lorsqu'on bénéficie de la confiance de l'écrasante majorité de ses citoyens, on n'a pas besoin de coups tordus, comme vous l'évoquez. Le président Macky Sall est un chef de l'État bien élu, très bien réélu. Il y a juste un an, plus de 58% de nos concitoyens ont décidé de le porter à nouveau à la tête de notre pays. C'est un président élu, bien élu, réélu, bien réélu, qui a reçu, disons, l'onction du peuple sénégalais pour mettre en œuvre les politiques publiques à travers le programme Liggéeyal Ëllëg. Sous ce rapport, bénéficiant de cette légitimité, de cette relation presque fusionnelle avec le peuple sénégalais, le président n'a pas besoin d'entrer dans ces considérations. Mieux, tel que je connais l'homme, c'est quand même un politique, un chef d'État accompli, un patriote sincère, un ingénieur travailleur, basé sur le réel. Tel que je le connais, le président Macky Sall n'est pas du genre à verser dans les ballons de sonde ou dans les ballons d'essai. Ceci pour dire quoi? Nous avons en face de nous un homme d'État qu'il a martelé à plusieurs reprises et qu'il a dit à ses amis, à ses partisans. Il leur a dit, la mission que le peuple sénégalais nous a confiée est d'une importance capitale. Dès lors, ma seule préoccupation, qui doit être la vôtre, c'est de travailler inlassablement pour matérialiser notre ambition pour ce pays, pour délivrer les projets et programmes et éviter toute sortie polémique. C'est dans ce sens, effectivement, que les récentes déclarations de certains responsables de la majorité peuvent prêter à confusion. C'est aussi le moment pour nous, Mouvement Agir pour l'émergence du Sénégal, de rappeler à ces personnes-là et à ces responsables-là que le chef de l'État a tracé la voie. Pour le chef de l'État, la seule voie qui vaille, c'est la voie du travail, c'est la voie de l'abnégation, c'est la voie de la rigueur pour délivrer en mode fast-track les différentes politiques publiques. Sous ce rapport, nous ne comprenons pas et nous n'acceptons pas ces sorties personnelles et individuelles qui ne relèvent pas du tout d'une démarche stratégique, concertée ou systématisée. Très bien. Je ne vous coupe pas. Le président de la République que vous défendez, est-ce que ce n'est pas de son fait que ce débat-là est entretenu? Parce qu'au soir du 31 décembre, répondant aux journalistes, il a entrouvert en tout cas, ou il n'a pas tout à fait fermé le portail en disant ni oui ni non. Il n'a pas ouvert non plus. Ouais. Il n'a pas ouvert non Il plus. n'a pas de responsabilité par rapport au débat qu'on entretient. Je ne pense pas, au contraire. C'est pour ça, je pense avec mon frère Yakham Mbaye,
que le président Macky Sall ne mérite pas ça. Il ne mérite pas ce que certains sont en train de lui faire subir. Lui, il a dit ce qu'il veut. Il a dit aux Sénégalais et à ses partisans, ce que je veux, c'est pouvoir travailler dans la sérénité. Ce dont notre pays a besoin. Mon cher ami, il n'y a même pas de sens, il n'en a pas besoin. Pourquoi? Parce qu'on sortait d'une semaine très belle, avec l'hommage unanime rendu au président Ousmane Tanor Dieng, avec la rencontre pleine de cordialité entre le président Macky Sall et le président Idriss Seck, qui a montré une fois de plus au Sénégal, benn bopp la kenn du ko xar ñaar, avec surtout l'inauguration de la centrale éolienne de Taïba Ndiaye, qui installe le Sénégal dans le top 10 des pays utilisant les énergies renouvelables. Autant d'acquis positifs qui aujourd'hui sont masqués, relégués au second plan par des sorties qui, pour moi, n'apportent pas de valeur ajoutée réelle à la valorisation des politiques publiques et à la mise en œuvre avec célérité du programme Liggéeyal Ëllëg du président Macky Sall. Donc, aucun homme politique, aucun leader n'a intérêt à voir sortir des débats, des polémiques qui inhibent l'action des politiques publiques. Sous ce rapport, vraiment, j'aimerais inviter mes amis qui sont souvent des adeptes de la théorie du complot à savoir relativiser. Très bien, on va revenir sur ces aspects-là, Amadou. Donc, le président de la République, en fait, la genèse de tout ça, est-ce que c'est pas le ni oui ni non de monsieur le président de la République? Comment vous interprétez ça? C'est un manque de clarté ou un excès d'habileté? Je ne sais pas. Comment vous jugez tout ça? Écoutez, le président de la République est un homme politique. Je pense qu'on ne peut pas lui reprocher peut-être de faire preuve d'habileté pour cacher ses vraies intentions. Il ne nous appartient pas, en tout cas nous, Sénégalais, de passer notre temps à deviner ce qu'il y a dans la tête du président Macky Sall ou d'un autre homme politique. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui est clairement dit dans la Constitution, ce qui a été vécu par les Sénégalais en 2012 et à la réforme de 2016. Tous ces événements ont permis en tout cas de clarifier une chose qui est claire et nette, c'est que les Sénégalais n'acceptent pas le principe d'une troisième candidature, quelles que soient d'ailleurs les faiblesses qu'on pourrait attribuer à un texte. Ce qui est important, c'est l'intention claire et nette du constituant sénégalais qui a clairement dit que le président de la République n'a droit qu'à 2 mandats. Maintenant, les subterfuges juridiques, les demi-mots ni oui ni non que les acteurs peuvent prendre, je leur laisse ce choix, mais je pense que dans la tête des Sénégalais, c'est clair. Et de ce point de vue, je pense qu'effectivement, c'est une erreur. Personnellement, je pense que c'est une erreur de communication du président de la République, malgré les raisons qu'il a données et que ses collaborateurs défendent. Je pense qu'il avait une bonne occasion de réaffirmer qu'il ne peut être candidat, il ne peut pas être candidat en 2024. Je pense que une telle communication aurait été beaucoup plus claire, aurait été beaucoup plus à son avantage que plutôt que de laisser le clair-obscur s'installer. Et c'est justement parce qu'il y a ce clair-obscur qu'aujourd'hui, ces collaborateurs, à travers leurs déclarations, viennent en tout cas cultiver cette confusion. Mais je pense que ce qui est important, ce n'est pas l'opinion du président Macky Sall, ce n'est pas l'opinion de M. Boun Abdallah Dionne, ni de Mbaye Ndiaye. Ce qui est important, c'est la volonté du constituant, affirmer et réaffirmer un droit que les Sénégalais ont clarifié dans la Constitution, que nul ne peut bénéficier de plus de 2 mandats. Et dès lors que c'est clair, que chacun fasse son choix, mais je pense que les Sénégalais seront prêts à affronter en tout cas tous ceux qui veulent violer leur droit à la limitation des mandats. Très bien. Il y a aussi un autre sujet d'actualité qui a rejailli cette semaine, c'est ce qu'on pourrait appeler la théorie du complot qui fait rage au sein du parti au pouvoir. Mamadou, vous n'en êtes pas membre, la précision est importante, mais est-ce que vous êtes dans le cercle du pouvoir ou les cercles du pouvoir, est-ce que vous sentez qu'il y a des gens qui se préparent dans le parti au pouvoir et qui nourrissent des ambitions de succession? Moi, j'aime bien dans ma vie de tous les jours avoir une approche factuelle. Et m'appuyer sur des faits. Et ce que je regrette, c'est que globalement, on est en train, avec les médias, avec certains acteurs,
d'entretenir ou de vouloir faire émerger un débat qui pour moi n'a pas de sens ou n'existe pas. Parce que les partis sont des appareils qui existent. Je n'ai encore entendu aucun leader, pour rester factuel, aucun leader de la majorité faire montre d'une ambition ou déclarer son ambition. Je n'ai encore entendu aucun mouvement de jeunes ou de femmes pousser un tel ou un tel autre. Donc je ne vois pas le problème. Ce qui nous importe, en tout cas, dans la majorité et dans l'exécutif, et c'est ce qui importe au président Macky Sall, une fois de plus. Le président Macky Sall nous dit souvent, vous devez intégrer le fait que nous sommes investis d'une mission par le peuple. La préoccupation la plus forte ne doit pas être les considérations politiciennes, les ambitions des uns et des autres. La préoccupation la plus forte, ça doit être notre désir de pousser notre pays sur les rampes de l'émergence. Comment chaque jour travailler mieux, travailler plus vite. Comment chaque jour mettre en œuvre des réformes fortes, comme il l'a fait récemment, en supprimant les lignes téléphoniques, en suspendant l'acquisition de véhicules, en optimisant nos ressources pour mieux les redéployer vers les Sénégalaises et les Sénégalais qui en ont besoin. Je voudrais saisir cette occasion pour vous dire et dire à l'attention de mes amis que le peuple sénégalais ne se nourrit pas de polémiques, que les polémiques, les ambitions ou bien les rumeurs entretenues ne contribuent pas à améliorer le quotidien des Sénégalais. Nous avons la responsabilité, parce que nous sommes ceux qui accompagnons celui qui est investi de la confiance du peuple. Nous avons la responsabilité de nous dire quelles sont nos priorités, quel est notre devoir. Et notre priorité, notre devoir, c'est une fois de plus, de nous consacrer totalement, pleinement et entièrement au développement du Sénégal. Libre maintenant à ceux qui voudraient ou qui préféreraient que l'on consacre notre énergie, que l'on consacre les ressources, que l'on consacre notre temps à parler de choses futiles et puériles qui n'intéressent pas réellement le peuple sénégalais et qui n'impactent pas leur vie au quotidien. Très bien, maman. Donc on a souvent l'habitude d'entendre dire que le chasseur qui guette ne tousse pas. Donc les gens... On est libre. Ouais, c'est ça. Donc Amadou, est-ce qu'il est interdit d'avoir de l'ambition au sein de ces partis politiques? Est-ce que de loin, ce qui se passe au sein du parti au pouvoir vous interpelle? Oui, j'aimerais un peu rester dans la bulle de mon ami Mamadou Thiam, que de penser qu'il n'y a pas d'ambition aujourd'hui qui se construise à l'intérieur de l'APR. Je pense même que si c'était le cas, on serait dans un monde de fantaisie. Il est parfaitement normal aujourd'hui qu'au sein de l'APR et de manière plus large dans la mouvance présidentielle, naturellement, et aussi dans l'opposition, sachant que le président de la République ne sera plus candidat en 2024, que des acteurs se préparent à lui succéder. Je pense que ça, c'est parfaitement normal. Et il est clair qu'aujourd'hui, il y a des acteurs qui se préparent. Et effectivement, je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même constater qu'au sein de l'APR, même si je n'en fais pas partie, ou au sein de la mouvance présidentielle, il y a une sorte d'omerta et presque un sens interdit dans l'expression d'ambition. Et je pense que ce n'est pas bon aussi bien pour la mouvance présidentielle que pour la démocratie. Il serait important quand même pour les Sénégalais, de commencer tout de suite à voir des acteurs politiques émerger avec des idées, avec des ambitions, parce que c'est ça aussi c'est ça aussi la politique. Hein? C'est avoir le choix que des acteurs politiques affichent, disons, même une concurrence saine, que ce soit à l'intérieur d'un parti ou d'une mouvance présidentielle, et que les Sénégalais puissent aborder éventuellement le Sénégal de demain avec eux. Et ça, le faire, ce n'est pas être contre Macky Sall. Hein, c'est que tout simplement, institutionnellement, juridiquement, son mandat est limité en 2024. Et je pense que pour moi, je pense que c'est un peu malsain d'ailleurs, parce que vous obligez, disons, les acteurs qui ont des ambitions légitimes à adopter une stratégie du maquis. Et vous avez vu il n'y a pas longtemps la sortie du ministre Mbaye Niang, qui, disons, théorisait un complot ou une trahison au sein du parti. Donc, il y a une paranoïa qui risque, disons, de se développer. Et, disons, la réponse à une telle situation, c'est tout simplement de permettre
aux ambitions légitimes de se déclarer et que les Sénégalais puissent juger de la pertinence d'une candidature ou d'une autre. Mais ça, c'est quelque chose que nul ne peut empêcher. Et donc, tôt ou tard, comme vous l'avez dit, un chasseur ne tousse pas, tôt ou tard, on verra ses ambitions se manifester. Très bien. À présent, on va parler du collectif Nyolan qui continue donc à s'activer. Alors Mamadou, quelle chance donc vous donnez à ce collectif de remporter quelques batailles? Il me semble, et il semble aux yeux de beaucoup de monde qu'ils sont ignorés, snobés par les tenants du pouvoir et qu'ils se heurtent même, le collectif, à un mur d'indifférence. Est-ce que aux yeux de la majorité dont vous êtes parti, le collectif Nyolank a de la valeur et qu'il compte? D'accord. Merci beaucoup Hassan. Vous me permettez de poser la chose sous un autre angle. Parce que c'est qui le collectif Nyolank? Quel est le combat qu'il mène? Pour qui mène-t-il ce combat? Il mène ce combat pour, disent-ils, les Sénégalais et les Sénégalaises qui ont accès à l'électricité, qui paient leurs factures d'électricité et qui, selon eux, le paient un peu plus cher. Et ils voudraient, bien entendu, que cette facture-là soit baissée, soit allégée. Mais je voudrais vous dire qu'à côté de ce collectif, qui ont des représentants, qui ont des porte-paroles, à côté de ces Sénégalais qui ont accès à l'électricité, qui paient l'électricité et qui souhaiteraient la payer moins cher, je voudrais rappeler, Hassan, qu'il y a plus de 4 millions de Sénégalais qui sont totalement ignorés par tous, y compris par Nyolank, y compris par les médias, qui ne parlent pas du tout de ces citoyens sénégalais parce que tout simplement ils sont dans le monde rural. Des Sénégalais qui ne sont pas moins sénégalais que moi, qui ne sont pas moins sénégalais que les Dakarois, les Thiessois, les Kaolakois, qui sont de dignes fils du pays et qui, eux, n'ont même pas le luxe de demander à ce qu'on réduise le prix de l'électricité. Ces Sénégalais-là, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est enfin avoir accès à l'électricité. Je suis originaire d'un petit village dans le Matam. Il m'arrive souvent d'échanger avec eux. Depuis plus de 5 ans, ou 6 ou 7 ans même, que je collabore avec le président Macky Sall, il n'y a qu'une seule doléance qu'ils m'ont transmise. Quand est-ce que notre village va être électrifié? Il y a plus de 4 millions de Sénégalais qui ne voient pas la lumière au quotidien. Le président Macky Sall, en bon adepte de Schumpeter, a décidé de bâtir ses politiques publiques autour de l'innovation, autour de la rupture et du changement. Il a compris qu'on ne peut pas avoir un pays uni, un pays développé, s'il y a une sorte d'inégalité et d'inéquité, selon qu'un tel se situe à tel niveau du territoire ou que tel autre se situe à un autre niveau. Il a dit, je vais engager les réformes nécessaires, les batailles préalables pour régler le problème de l'électricité. Mais en distinguant 2 types de problèmes. En 2011, il y avait le problème de la disponibilité de l'électricité pour les citoyens qui en disposaient en principe, mais il n'y avait pas de quantité suffisante. On a multiplié par 2,2 la capacité de production du Sénégal en électricité et on a réglé globalement la problématique de la mise à disposition de l'électricité dans les villes. C'est à saluer, mais le président Macky Sall a dit que ça ne suffit pas. Parce que le Sénégal, ce n'est pas les villes. Il a dit qu'il nous faut aussi d'autres réformes permettant de rendre effectif l'accès universel à l'électricité. Sous ce rapport, qu'est-ce qu'il a décidé? Il a décidé de revoir à la baisse la subvention du prix de l'électricité pour que ceux qui, comme vous, comme moi, ont les moyens de payer l'électricité, de pouvoir moins dépendre ou bénéficier de la subvention publique afin que cette ristourne-là puisse être redistribuée en vue de favoriser l'accès à l'électricité de plus de 4 millions de Sénégalais. Donc, c'est une démarche juste. Je peux comprendre mes amis de Nyolank, mais je voudrais les rassurer. Les rassurer et leur dire que le président les a entendus et les a compris avant même qu'ils ne s'expriment.
Parce que c'est ça, une gestion judicieuse des politiques publiques. Avant même de prendre une décision, il y a eu des études qui ont été faites. On a compris qu'il y a plus de 600 et quelques mille ménages qui sont des ménages pauvres, qui n'ont pas la possibilité de payer plus cher. Et dans l'architecture décisionnelle qui a été prise, il n'y a pas d'augmentation du coût. Mais on s'est dit aussi, en quoi un professeur d'université ou un entrepreneur qui gagne des millions par mois devrait-il bénéficier de millions de subventions de la part de l'État pour pouvoir faire fonctionner 5 climatiseurs, 3 téléviseurs, des congélateurs? Ce n'est pas juste. Il y a une politique de redistribution des gains et des revenus assumée pleinement par le président Macky Sall. Ce qu'on demande maintenant aux autres, à tout le monde, c'est d'être patient, de savoir que dans un pays développé, c'est aussi un pays solidaire. Un pays solidaire, c'est un pays généreux. On ne doit pas seulement penser à soi et oublier les autres. Merci. Et c'est le rôle du leader que de l'affirmer et de le défendre. C'est ce que le président Macky Sall fait. Merci Mamadou. Donc si on vous comprend bien, le combat de Nyon Langue n'est pas inclusif. Il oublie la majeure partie de la population sénégalaise. Exclusif. Voilà, c'est ça. Donc il n'est pas mobilisateur. Eux, ils veulent régler les histoires d'accès universel à l'électricité. Donc, oui, c'est ça. Amadou Gueye, la question que je voulais vous poser, Nyon Langue a un peu grillé la politesse aux acteurs politiques traditionnels, parce que la nature a horreur du vide. Est-ce que vous croyez au combat de Nyon Langue? Écoutez, nous sommes même membres de Nyon Langue. Encore une fois, on parlait de cause juste, non partisane. Et l'électricité est vraiment l'exemple d'une cause juste, inclusive, parce qu'elle concerne tous les Sénégalais. Et ce n'est pas une cause partisane. Ce n'est pas fait pour le compte de l'opposition ou contre le pouvoir. Il se trouve tout simplement que le décideur ultime sur cette question, c'est le président de la République. Ce n'est pas un combat qui est engagé contre le pouvoir en place, ni contre l'APR. Donc je pense que peut-être certains de nos amis devraient même nous rejoindre dans ce combat, parce qu'encore une fois, ce n'est pas un combat partisan. Ça, c'est la première chose. Alors sur l'électricité, c'est vrai qu'on a entendu un peu ces discours d'électrification rurale, mais quand même, il faut qu'on se dise la vérité. L'électrification rurale avec laser, c'est depuis 2000 qu'on a institué une agence qui est spécialisée sur l'électrification rurale. Il y a eu des centaines de milliards qui ont été mobilisés au titre de l'endettement du Sénégal pour s'occuper du monde rural. La question aujourd'hui, ce serait de faire un bilan. Où sont ces centaines de milliards? Où est-ce qu'ils sont allés? Est-ce qu'effectivement c'est allé au niveau de l'électrification rurale? Et je vous assure qu'on se rendrait compte que certains qui aujourd'hui bénéficient de certains gros marchés ou même d'une filiale de la Sénélec ont en tout cas dilapidé une grande partie de ces ressources. Donc l'électrification rurale, ce n'est pas une question nouvelle qu'on peut opposer aux Sénégalais. Et il faut faire attention dans la défense de certaines mesures impopulaires. Il faut éviter d'opposer les Sénégalais des villes avec les Sénégalais du monde rural. Je peux comprendre qu'on n'a pas encore atteint l'électrification à 100%, mais soyons quand même justes. Cette hausse n'est pas due au besoin d'investir dans l'électrification rurale. C'est tout simplement une hausse qui a été décidée sous la pression des bailleurs de fonds et des difficultés financières de l'État qui n'en peut plus de faire des subventions. Donc c'est ça la réalité. Pour le reste, c'est juste de la communication. Et je dois dire que pour Nyon Langue, ils sont dans une approche vraiment pacifique, démocratique. Et c'est dommage parce que la manifestation est un langage démocratique. Vous ne pouvez pas juste rester chez vous et vous plaindre. Vous vous mettez ensemble, vous sortez, vous marchez. Et dans une démocratie qui se respecte, le président de la République, les autorités ont le devoir de s'asseoir avec ceux qui se plaignent pour discuter avec eux. À défaut même peut-être de dire oui à toutes leurs demandes, au moins de discuter avec eux. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut dénoncer. Parce que qu'est-ce qu'il faut donc faire pour discuter avec le pouvoir? Faut-il se mettre dans une stratégie de casse? Ce n'est pas ce que Nyon Langue fait. Faut-il accepter, disons, ces mesures injustes, notamment avec Guy Marius Sagna? Jusque-là, Nyon Langue est resté très pacifique. Et vraiment, dans une démocratie, lorsque des citoyens pacifiquement sortent et manifestent, encore une fois,
c'est un devoir de l'autorité suprême de s'asseoir avec ces acteurs et de voir quels sont les problèmes, parce qu'encore une fois, New Langue peut même proposer des solutions qui peuvent être mises en œuvre par l'administration, parce que voilà, les solutions sont partout. C'est ça. Voilà. Merci. Vous n'aurez pas le temps de rebondir sur ces interpellations, mais il y a un dernier aspect que je voudrais qu'on aborde, c'est la première année du président de la République pour ce qui concerne son quinquennat. Bon, on a noté qu'il y a la croissance, il y a une forme de stabilité globale, il y a l'inclusion sociale comme nous dit Mamadou, mais à côté il y a la vie chère, il y a les problèmes d'emploi notamment qui touchent les jeunes et tous les problèmes de gestion de cadre de vie dans notre pays. Alors quel crédit, je vais commencer par vous, comme ça il pourra répondre après, quel crédit donnez-vous donc aux actions de Monsieur le Président de la République depuis qu'il est à la tête du pays, en tout cas? Écoutez, moi, je ne pense pas qu'on a le temps de faire le bilan du président Macky Sall, mais si on doit se limiter juste à cette première année, quand même, acceptons que les Sénégalais, en tout cas, ne l'ont pas réélu pour qu'il y ait une augmentation du prix de l'électricité. Et vous savez que l'augmentation du prix de l'électricité, c'est aussi, il y a un impact sur les autres produits, et aujourd'hui, on constate une hausse généralisée sur tous les autres produits. Il y a eu un resserrement du contrôle douanier qui a fait que les produits importés aussi vont connaître une hausse. Donc les Sénégalais ne l'ont pas réélu pour hausser le coût de la vie. Donc, de ce point de vue, le bilan de cette première année, disons quand même, il est négatif. Ça, je pense que c'est clair. La deuxième chose, et je pense que là, peut-être, il faut vraiment s'alerter. Vous voyez que le président est allé inaugurer il y a quelques jours la construction d'un stade de 150 milliards. Mais Hassan, si aujourd'hui vous appeliez des jeunes du Sénégal et vous leur posez la question, vous leur dites j'ai 150 milliards qu'on a prêtés au Sénégal, voulez-vous que je vous finance à raison de 2,5 milliards par semaine, donc 500 millions par semaine, 10 milliards par mois pendant 15 mois? Préférez-vous ces financements qui vont vous permettre de pouvoir avoir une certaine autonomie, ou préférez-vous que je prenne ces 150 milliards pour construire un stade? Les jeunes vont vous dire, Monsieur le Président, on veut que vous mettiez ces 150 milliards dans le financement des jeunes. Si vous alliez voir aujourd'hui le troisième âge, vous leur dites, j'ai 150 milliards, je peux le mettre dans un fonds d'investissement qui va vous donner au moins 15 milliards de revenus additionnels en intérêt. Ils vont vous dire, Monsieur le Président, nous aimons bien le sport, mais nous préférons que vous mettez ces 150 milliards dans les fonds de vieillesse. Si vous allez voir les malades qui aujourd'hui n'ont pas de médicaments pour se soigner, si vous allez voir les hôpitaux, ils vont vous dire, Monsieur le Président, nous aimons bien le sport, mais il y a un minimum, nous n'avons pas le minimum. Prenez ces 150 milliards, mettez-les peut-être dans votre programme d'assurance universelle. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un vrai souci lorsqu'un président de la République est plus soucieux de son prestige qu'il veut laisser dans son pôle de Diamniadio plutôt que des priorités réelles du Sénégal. Et moi, ça me fait peur parce que je me dis, mais enfin, on l'a réélu, mais il ne comprend pas jusque-là que ce que les Sénégalais veulent, c'est qu'on s'occupe de leurs priorités, c'est-à-dire l'éducation, la santé, la sécurité. Vous voyez que depuis un moment, il y a des meurtres d'enfants, de femmes, et il n'y a pas eu de moyens exceptionnels qui ont été donnés. Donc, il y a un ensemble de priorités sur le logement, le foncier, les choses qui intéressent les Sénégalais. Ce ne sont pas ces domaines où le président de la République met les ressources publiques. Et ça, c'est dommage. Bon, le président de la République, il a ses JOJ. Il a ses JOJ. Bon, le temps est terminé. D'accord. Je vais donner l'opportunité à Mamadou de répondre, beaucoup. Parce qu'on vous accuse de ne pas avoir le sens des priorités. Oui, le sens des priorités, je pense qu'une fois de plus, il nous faut respecter le peuple sénégalais. Il nous faut respecter vraiment le peuple sénégalais. Il arrive des fois que des pseudo-intellectuels s'arrogent le droit de pouvoir réfléchir à la place du peuple sénégalais, s'arrogent la prétention de dire à la place du peuple sénégalais ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Parce que, mon cher, nous venons juste de sortir de consultations électorales. Lors de ces consultations électorales, les Sénégalais qui ont une ambition pour leur pays, et qui croient en eux, et qui considèrent justement que leur projet de société est important ou intéressant, l'ont soumis au peuple sénégalais. Je rappelle juste que ce projet de stade, il était bel et bien inscrit noir sur blanc dans le programme Liggéeyal Ëllëg du candidat Macky Sall. Alors, lorsque un candidat, à côté d'autres candidats,
soumet une batterie de mesures, d'actions, de projets et de programmes au peuple sénégalais, qui l'adoube, qui l'acclame, qui l'élit au premier tour, une fois qu'il est élu, il met en œuvre ce pourquoi il s'était engagé. Mais un stade qui coûte Il 150 milliards. se trouve, où est-ce que vous avez vu dans les politiques publiques 150 milliards, c'est quoi? Vous avez, s'il vous plaît, vous avez, si je vous disais combien coûtent vos chaussures, mais des chaussures qui coûtent 10 000 francs n'ont pas les mêmes fonctions que des chaussures qui coûtent 100 000 francs. Est-ce qu'il est entré dans les fonctionnalités du stade? Devons-nous, j'en termine, je ne vais pas aller dans ce sens. Je voudrais juste lui rappeler qu'à Diamniadio, il y a un institut supérieur de recherche biologique financé à coût de milliards. Je voudrais lui rappeler qu'à Diamniadio, le supercalculateur dont on parle, je voudrais lui rappeler l'université nouvelle qui est en train d'être érigée à Diamniadio. Le président Macky Sall, il dit un Sénégal pour tous. Dans ce Sénégal pour tous, nous devons écouter et satisfaire le sportif, le jeune, le vieux, la femme, l'homme, le chercheur d'emploi et celui qui a besoin tout simplement de s'épanouir et de se divertir. C'est ça la vie. La gestion de la cité, c'est la prise en compte de la globalité des besoins et des exigences citoyennes. Et c'est de sa mise en musique réussie, justement, que dépendra le succès de nos politiques publiques. Très bien. Il faudrait qu'ils le comprennent et qu'ils ne soient pas suffisamment butés en considérant que parce que nous sommes pauvres, parce que nous sommes africains, que nous ne devons chercher qu'à manger, à boire, que nous ne devons pas avoir l'ambition d'ériger notre sport sur le plan international, de donner la chance à nos jeunes de faire partie des meilleurs dans tous les domaines. Très bien, donc ce qui est bon pour les autres, c'est également bon pour nous. En tout cas, on va vous remercier très chaleureusement. Amadou, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. On en était fiers, Mamadou également. C'est un plaisir, Hassan. Très bien. Et c'est la fin de cette première partie d'émission. Dans un instant, nous recevons le docteur Maurice Soudieck-Dione pour continuer la discussion politique. Angle d'attaque. Madame, Monsieur, merci donc. C'est le deuxième acte d'Angle d'attaque où nous recevons Maurice Soudieck-Dione, enseignant-chercheur à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis et docteur en sciences politiques. Merci beaucoup donc, Monsieur Dione, d'avoir répondu si promptement à notre invitation. Merci Hassan. Très bien. La première question, on va entrer dans le vif du sujet, donc des sujets d'actualité. Comment faut-il comprendre que de hauts cadres et responsables du parti au pouvoir se mettent aujourd'hui à épiloguer quasi concomitamment sur des aspérités du mandat du président. Beaucoup ont considéré aujourd'hui et considèrent d'ailleurs qu'il s'agit d'un débat inapproprié et qu'il ne faut pas poser parce qu'il est tout simplement malsain. Est-ce qu'ils ont raison de soulever ces aspects en invoquant même de ne plus limiter le mandat présidentiel? Oui, je crois qu'il y a une certaine confusion dans tout cela et une certaine complexité de la situation. D'abord, le président de la République, le 31 décembre 2019, qui répond par ni oui ni non. Déjà, c'est une première ambiguïté. Ensuite, on voit des hommes politiques de tout premier plan, hommes de confiance du président de la République, qui ont eu à cheminer avec lui pendant longtemps, dire qu'il peut se présenter à un troisième mandat, à une troisième candidature. Et avec cela aussi, on ne peut pas ne pas manquer de voir un peu les actes que pose le président Sall qui vont un peu dans ce sillage-là. Par exemple, la suppression du poste de Premier ministre. Et quand vous remarquez dans l'histoire politique du Sénégal, à chaque fois qu'on a supprimé le poste de Premier ministre, on est entré dans une logique de construction hégémonique, de construction du pouvoir personnel. Ce fut le cas en 1962, après la crise entre Léopold Sédar Senghor et Mamadou Dia. Donc, pouvoir personnel de Senghor, autoritarisme modéré, jusqu'en 68 avec cette grave crise et ouverture, dégel, multipartisme limité, décongestion du système politico-administratif. Quand Abdou Diouf arrive en 1981, il fait la même chose, multipartisme intégral d'abord, organisation de nouvelles élections, mais
83, 83 organisation des élections, mais suppression du poste de Premier ministre et construction hégémonique également. Donc pour un président qui en est à son second et dernier mandat en principe et qui vient supprimer le poste de Premier ministre, on ne peut pas ne pas penser qu'il est dans une perspective de construction hégémonique parce que c'est comme cela que le système politique sénégalais a fonctionné depuis 1962. Ça, c'est une première remarque. La deuxième remarque, c'est que le président interdit que l'on parle de la succession dans son parti. Bizarrement, ceux qui disent qu'il en est à son second et dernier mandat, ceux-là sont renvoyés, stigmatisés. Et ceux qui disent qu'il peut faire un troisième mandat, cela, comme par hasard, il ne leur est rien dit. Donc on ne les rappelle pas à l'ordre. Donc c'est comme s'il y avait une politique de 2 poids, 2 mesures. Troisième remarque importante dans cette question, dans cette problématique de la troisième candidature, c'est que c'est la charte fondamentale qui dit en son article 27 que nul ne peut faire plus de 2 mandats successifs. Ça, c'est la lettre du texte. Mais au-delà de la lettre du texte, il ne faut pas oublier qu'il y a un esprit du texte. Pourquoi on a voulu limiter les mandats à 2? C'est parce qu'on veut en quelque sorte institutionnaliser l'alternance, éviter qu'il y ait des présidents qui s'éternisent au pouvoir parce que cette tendance à perdurer au pouvoir et à construire toute une architecture disons, de pouvoir autour d'un seul homme, un présidentialisme très fort, tout cela est de nature à porter atteinte aux droits et libertés des citoyens. Donc c'est tout cela qui fait que lorsque le président de la République, Abdoulaye Wade, a voulu faire un troisième mandat, cela a été rejeté par le peuple sénégalais. Le président Sall est revenu en disant qu'il faut verrouiller les mandats. La réforme de 2016 avec le référendum a même apporté une touche à travers l'instauration d'un référendum pour corriger, pour réviser éventuellement l'article 27. Donc on ne peut pas être dans tous ces dispositifs sur le plan de la lettre, sur le plan de l'esprit de la Constitution et sur le plan de la trajectoire politique du Sénégal qui a traversé la crise politique la plus grave, l'une des crises politiques les plus graves de son histoire en 2011-2012 et revenir pour dire qu'on ne croit plus, comme l'a dit l'ex-premier ministre, le ministre d'État John, qu'on ne croit plus à la limitation des mandats et le ministre d'État Mbaye Ndiaye disant que le président Macky Sall avait droit à un troisième mandat sans que le président ne sorte lui-même pour mettre fin à toute cette, je dirais pas polémique, mais en tout cas toutes ces élucubrations autour de la troisième candidature. Oui, et la question, est-ce que le Sénégal peut aujourd'hui se payer le luxe de vivre? On ne le souhaite pas, on ne dit pas que ça peut arriver. Ce qui s'est passé en 2011 avec l'histoire du mandat supplémentaire d'Abdoulaye Wade. Est-ce qu'on peut se payer ce luxe-là? Ça dépendra de la sagesse et de la responsabilité de ceux qui nous dirigent, des tenants du pouvoir. Aujourd'hui, les gens prennent de la hauteur. Naturellement, mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que quand on commence à gouverner d'une certaine manière, avec un certain piétinement des règles de l'état de droit, avec un système clientéliste qui se développe, on finit par être prisonnier de l'appareil d'État. Et donc, étant prisonnier de l'appareil d'État et prisonnier même du présidentialisme, parce que c'est ce présidentialisme-là qui fait que toute autre possibilité de succession ou de concurrence par rapport au leadership du président de la République est étouffée, combattue, réprimée, brimée, ce qui fait qu'au bout du compte, le président, c'est un peu la politique après moi, le déluge. Et donc, on est dans cette logique où, à force de combattre à outrance tout ce qui peuvent émerger dans son camp comme dans l'opposition, avec parfois des armes non conventionnelles, cela fait que on se retrouve dans une situation d'impasse, une situation hypothétique où le pouvoir en place est dans la difficulté ou, pour ne pas dire l'impossibilité, à avoir d'autres possibilités. Oui, on aimerait bien comprendre qu'est-ce qui fait qu'un chef d'État, un président de la République veuille s'accrocher coûte que coûte au pouvoir ou veuille s'éterniser au pouvoir. Quelles sont les circonstances ou les données qui peuvent l'expliquer?
Les données, je disais tantôt, de cette prise d'otage, en réalité, lorsqu'on a un système clientéliste et un système autoritaire, c'est comme si le peuple était pris en otage par les politiques. Et les politiques eux-mêmes sont pris en otage par l'appareil d'État parce qu'ils se disent que s'ils lâchent l'appareil d'État, les mêmes pratiques qu'ils ont eu à utiliser contre leurs adversaires peuvent être retournées contre eux-mêmes. Donc ça, c'est un problème qui fait que souvent on a tendance à s'accrocher au pouvoir, mais cela est lié à une forme de gouvernance. C'est pourquoi la gouvernance démocratique, la gouvernance transparente des ressources me semble être un impératif catégorique pour recentrer les préoccupations du peuple au cœur de l'action politique et publique d'une part, mais aussi pour mettre tout le monde en sécurité. Parce que si on piétine les règles de l'état de droit, en réalité tout le monde est dans l'insécurité parce que ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir peuvent le perdre et subir des situations également d'injustice. Parce que l'état de droit, c'est effectivement ce qui permet à tous les citoyens de bénéficier de tous leurs droits et libertés indépendamment des conditions, des situations accidentelles, conjoncturelles qui peuvent être les leurs. Très bien. Il y a aussi ce qu'on appelle l'usure du pouvoir. En fait, il y a beaucoup de gens que le pouvoir, parce qu'on est tous des humains, que le pouvoir à la longue fatigue. Est-ce que cette notion existe toujours chez nos présidents en Afrique ou ailleurs ? Oui, l'usure du pouvoir, c'est justement par rapport à l'usure du pouvoir qu'on a voulu institutionnaliser l'alternance en limitant les mandats. Donc ça veut dire que si vous êtes au pouvoir, vous faites attention parce que vous vous dites qu'au bout d'un certain temps, au bout de 10 ans, je dois céder la place à quelqu'un d'autre. Donc je ne peux plus être garant de ce qui va se passer plus tard. Donc je veille à ce que je fais. C'est déjà une première forme de limitation. Deuxième forme de limitation, c'est que ça entraîne une sorte d'émancipation par rapport aux coteries dirigeantes, aux différentes coalitions, aux différents intérêts qui s'agglutinent autour du pouvoir présidentiel. Donc ça aussi, c'est ma façon de donner un coup de pied dans la fourmilière, comme on dit. Donc ça, tout ça, c'est des avantages qu'il y a à limiter, mais aussi à avoir des régimes qui se succèdent, à institutionnaliser, comme je le disais, l'alternance, parce que c'est une garantie aussi de progrès démocratique, mais aussi de respect des droits et libertés et de recentrage de la souveraineté démocratique du peuple. C'est ça. L'ambition. Est-ce que l'ambition est une idée noble en politique? Parce qu'on a vu dans un parti, donc c'est le parti au pouvoir, où des responsables importants ont été accusés de comploter quelque part pour préparer la succession. Est-ce que l'ambition, elle est légitime en politique? Si le président en est à son deuxième et dernier mandat, on ne peut pas ne pas penser à sa succession. Donc s'il ne pense pas à sa succession tout en étant à son second et dernier mandat, cela pose un problème. D'où toutes les supputations qu'il y a autour de la troisième candidature. Et en plus, on est dans une organisation humaine. Il ne peut pas y avoir de délit d'ambition. Dans toutes les organisations humaines, il y a des contradictions, il y a des visions différentes, il y a des chocs d'ambition, il y a des oppositions de personnes, il y a des oppositions d'idées. Donc il faut canaliser cela dans le sens de la pérennisation de l'organisation d'une part, mais également organiser cela de telle sorte que cela soit en phase avec l'intérêt du Sénégal. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir de l'ambition et avancer masqué? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut pas se dire, bon, je veux ça, je vais le dire tout de suite, ou bien je vais attendre, je fais ce que les Allemands appellent la realpolitik? Oui, là on est dans le domaine de l'ambition, de la stratégie. Quelle est la stratégie adoptée par les uns et les autres? Là, ce sont des politiques, mais ce sont des questions qui concernent l'APR, qui est encore une fois un parti politique, c'est-à-dire une association privée. Donc il ne faudrait pas que les contradictions internes à l'APR puissent entraîner des tensions, des bouleversements, des crises
qui vont être ressenties à l'échelle de tout le pays. C'est pourquoi cette règle qui consistait à ce que lorsque le président de la République est élu, qu'il ne soit plus chef de parti politique, je crois que c'était une idée essentielle pour renforcer la démocratie et pour permettre au président de la République de s'élever au-dessus des contingences et d'avoir une posture de transcendance qui lui permette d'incarner tout à fait la dignité de la fonction présidentielle. Très bien. Il y a aussi le dialogue politique. Bon, le dialogue, c'est une bonne chose parce que c'est la démocratie aussi. Donc, les principaux objectifs de ce dialogue politique, on dit moderniser la vie politique, aussi également l'apaiser. Est-ce que selon vous, les acteurs au dialogue d'abord sont sincères? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ce dialogue va charrier, va avoir des résultats? Je ne le pense pas, parce que le dialogue politique, de mon point de vue, nous renseigne sur les carences de la démocratie sénégalaise, les carences au niveau de la régulation normative, c'est-à-dire la définition, la production de règles acceptables et acceptées par tous les acteurs pour présider à la compétition politique, afin que les institutions qui vont naître de cette compétition soient crédibles et aient toute l'autorité nécessaire pour mener à bien leur mission. Deuxième chose, c'est que le dialogue politique nous renseigne également sur la carence de la régulation discursive. Carence de la régulation discursive en ce sens que c'est des oppositions de personnes, des injures, des calomnies, des attaques ad hominem qui nous empêchent d'entrer dans le débat de fond, c'est-à-dire le choc des idées et des idéaux, l'émulation autour des programmes et des projets pour mener le Sénégal à bon port, c'est-à-dire vers les horizons du développement. C'est ça, il y a deux questions avant de terminer. Il y a Nyorlank, le collectif donc, qui occupe actuellement le terrain. Je le disais tout à l'heure, il grille en cela la politesse aux acteurs ou aux partis politiques d'opposition traditionnelle. Est-ce que cela aide à plus de lisibilité dans le landerneau politique? Qu'est-ce que vous en pensez? Juste pour continuer juste sur le dialogue politique, c'est aussi disons une manière quelque part de requinquer l'image du régime en place, parce qu'en principe, lorsqu'on a gagné avec 58,27% des voix, on devrait dérouler son programme. Donc le dialogue politique convoqué comme il a été me semble être une manipulation, une opération de communication politique pour corriger les effets pernicieux de l'autoritarisme. N'oublions pas qu'on a eu les assises nationales et le président Sall avait signé la charte des assises nationales. N'oublions pas qu'il a mis 700 millions dans la Commission nationale de réforme des institutions. Et au final, aucune réforme sérieuse n'a été faite pour encadrer, limiter, rationaliser les pouvoirs du président de la République, renforcer l'indépendance de la justice, consolider l'état de droit. On en revient encore à poser les mêmes problèmes de fichiers, de droits et de libertés de l'opposition, d'instrumentalisation de la justice, entre autres de l'article 80 dans le cadre du dialogue. Cela vous montre une certaine mauvaise foi des acteurs et une tendance à la manipulation, à la ruse dans ce que vous appelez le dialogue politique. Et maintenant, sur la situation de Nyorlank, c'est en quelque sorte une sorte de décrédibilisation, si je puis dire, de la classe politique traditionnelle qui fait que d'autres acteurs des mouvements citoyens ont tendance à émerger pour prendre en compte les préoccupations essentielles des Sénégalais. Et ça nous renvoie aussi à cette carence de la régulation discursive dont je parlais. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'à travers le dialogue, l'opposition est entrée dans le piège du dialogue parce que quelque part, toute l'opposition est en quelque sorte neutralisée, anesthésiée par les manipulations du régime en place. Regardez cette opération de communication qu'il y a eu récemment à la maison du Parti socialiste avec cette poignée de main entre le président Sall et son opposant Idrissa Seck. Et tout cela donne à la veille de l'anniversaire de la réélection du président Sall, ce qui n'est pas anodin, ce n'est pas une coïncidence, c'est une opération de com, comme je le disais tout à l'heure. Et tout cela montre que l'opposition, comme le pouvoir, sont en train d'être dans des logiques
de compromission ou de compromis autour de négociations pour définir des compromis avec toutes les allures de compromission. Et en ce moment-là, on n'entend pas l'opposition sur les revendications essentielles du peuple qui semblent être prises en compte par des mouvements comme New Langue. C'est ça. Donc, toute dernière question qui nécessitera une réponse concise. La vie politique sénégalaise, beaucoup disent qu'elle est ennuyeuse actuellement. Quel est votre positionnement? Elle vous passionne, elle est intéressante. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que chercheur en la matière? Je trouve qu'on est un peu dans... ça vole un peu trop bas. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le débat d'idées, on n'est pas dans les propositions constructives, on est dans les attaques personnelles, dans les injures et dans un débat qui me semble délétère où parfois l'ethnie, la religion sont convoquées. Toutes choses qui constituent des boîtes de Pandore qu'il faut éviter d'ouvrir parce que ça peut remettre en cause la cohésion nationale et ce n'est pas de nature à poser les vrais problèmes du pays afin qu'on puisse leur trouver les solutions idoines. C'est ça, il n'y a pas d'idées nouvelles, quoi. Oui, il n'y a pas d'idées nouvelles et puis il n'y a pas de dynamique idéale en tant que telle pour produire des compromis dynamiques sur la base desquels la société peut trouver des solutions adéquates aux problèmes de fond qui se posent à elle. C'est ça. Merci beaucoup Maurice Soudieck John d'avoir répondu à nos questions. Les minutes filent vite. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On en était particulièrement heureux. C'est donc la fin de ce numéro d'Angle d'attaque. Nous allons remercier toute l'équipe de Massamba Mboup qui était aujourd'hui dans cet auditorium de la Maison de la Presse. Bonsoir et à bientôt. Angle d'attaque.